Bonjour et bienvenue dans cette interview que j'ai menée avec Can, qui est coach et spécialisé dans le coaching d'entrepreneurs sur le web. Mais avant cela, Can, il a eu plusieurs vies, hein, puisqu'il va nous le dire dans l'interview qui suit. Il a été à l'âge de 21 ans seulement à la tête de sa première boîte, pendant 10 ans à la tête d'une agence de communication également, et il a mené comme ça de front plusieurs business. 6, 7 business différents. Vous allez voir, il est très très riche d'enseignements, il a eu plusieurs vies comme il nous le dit, et j'ai eu grand plaisir de partager avec lui sur des sujets tels que le mindset, parce que OK, les techniques de communication et de marketing, c'est une chose, mais une chose qui est très importante, surtout pour un dirigeant, c'est le mindset. Ce fameux mindset, on en parle souvent. On a passé près d'une heure avec Cannes à en décortiquer un peu les tenants et les aboutissants, et c'est passionnant, vous allez voir. J'espère que vous aurez autant de plaisir à visionner cette interview que j'ai eu à la faire. Et n'hésitez pas, mettez en commentaire si vous avez aimé et si vous avez retiré des pépites et lesquelles de cette interview. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Eh bien, bonjour Can, je suis ravi de t'accueillir sur cette interview. Et puis, alors donc voilà, je vais te demander de déjà te présenter. Eh ben, salut à toi Robert et puis salut à tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc je suis Can, dit le gentleman motivateur. Aujourd'hui, je me définis plutôt comme un coach mentor en business pour entrepreneurs. Mais j'aime bien dire aussi serial entrepreneur parce que j'ai eu, comme les chats, plusieurs vies entrepreneuriales en une qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Alors justement, là, tu fais la transition toute trouvée puisque j'allais te demander, c'est quoi ton parcours jusqu'ici? Tu dis que tu as eu plusieurs vies entrepreneuriales et c'est quoi exactement ce que tu as fait? Mais en fait, j'ai commencé très tôt. Ma mère me rappelle souvent le fait que je disais je veux pas avoir de patron, je veux pas avoir de patron. Alors, je sais pas pourquoi, j'avais ce délire absolu de liberté, mais je pense que c'est un délire qui brûle tous les entrepreneurs globalement, tous les indépendants. Et chez moi, c'était très tôt. Donc, même si j'ai commencé, pour moi, c'était limite de l'entrepreneuriat déjà. J'ai commencé avec une association quand j'étais ado de danse, mais j'allais chercher des subventions. Je faisais appel à des professionnels pour qu'ils viennent nous donner des cours privés. J'allais chercher les moyens. Et les moyens, c'était autant les moyens matériels que financiers. Donc déjà, en ça, c'est un peu de l'entrepreneuriat puisqu'il faut aller convaincre des personnes. Ce qui m'a permis très tôt, et ça m'a permis de financer en partie mes études, donc d'être embauché par Fun Radio, par exemple, pour danser dans des événements, et aussi par le biais de Fun Radio, mais à Euro Disney, donc pour un gros événement. Et on était vraiment traités, pour le coup, comme des professionnels, parce qu'on avait une attitude professionnelle. Et ce qui m'a valu ça, c'était très drôle. Je suis allé dans un événement qui était un événement chiant, dans lequel je devais aller uniquement parce que j'avais reçu des subventions du département. Et j'ai fait de ce truc qui était un peu chiant, et tous les prestataires qui étaient là pour la même raison, on sentait sur leur visage qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Et nous, avec mon groupe de danse, on a fait l'inverse. On était dans une joie absolue, on n'a pas arrêté de danser. On est allé sur le stand de Fun Radio en leur disant mais votre stand est mort, etc. Donc on a mis un CD à nous, on a dansé, on a mis le feu. Et là, le directeur artistique de Fun Radio est passé en disant waouh, ces jeunes-là, il me les faut. Donc comme quoi, parfois, même d'une expérience qui peut paraître comme une mauvaise expérience, il y a toujours quelque chose à en tirer si on a la bonne attitude. Et je parle de ça, et ça me permettra de rebondir sur le reste de mon parcours. Mais j'aime bien dire, et je tire ça de Tony Robbins, votre attitude définit votre altitude. Et avec la bonne attitude, on peut ouvrir beaucoup de portes. Donc ensuite, je me suis lancé en tant qu'indépendant en parallèle de mes études. Encore une fois, je savais que je voulais être indépendant. Je savais que j'allais me faire avoir au début, que j'allais devoir prendre de l'expérience. Tu avais Et ça donc, en toi, quoi. Tu avais ce côté, exactement, vraiment cette flamme. exactement. Et j'ai fait un peu comme tout le monde. C'est le touche à tout, le freelance touche à tout. Donc, je faisais de tout, de tout, de tout. Et je prenais tous les contrats qui passaient, tout ce que je pouvais faire, même si je ne savais pas faire, j'apprenais. Alors, la bonne chose, c'est que ça m'a donné envie de me surpasser et d'apprendre. Mais la mauvaise chose, c'est qu'on tourne très vite en rond. Donc, après avoir eu une expérience aux États-Unis, je suis revenu en France et j'ai monté une agence de communication que j'ai gérée pendant 10 ans. Et là, je dis que je suis passé d'abord d'artiste à indépendant, d'indépendant à chef d'entreprise. Je dis bien chef d'entreprise, pas entrepreneur.
j'ai dû apprendre à gérer une entreprise en fait en le faisant tout simplement, et c'est pas évident parce que quand on se met dans une position, on se lance dans une activité et qu'on apprend tout, on se met dans cette position d'apprentissage. Mais quand c'est progressivement l'activité qui évolue, bah, on le devient par la force des choses. Donc j'ai appris à devenir manager, à manager des équipes par la force des choses, manager des salariés par la force des choses, etc. Et Et jusqu'à juste, ce... Ouais. ouais, je te coupe juste, je fais une petite parenthèse. Est-ce que cet aspect où tu as dû, toi, t'adapter à la croissance de l'entreprise et donc revêtir plusieurs casquettes finalement, est-ce que c'est quelque chose que tu as plutôt subi ou tu t'es dit, ben, je vais être acteur, je vais être moteur, je vais le faire de toute façon? Un peu des 2 pour être tout à fait honnête. Déjà, on s'attend pas, par exemple, quand on lance sa boîte, on s'attend pas à avoir certains ressentis, avec des salariés. C'est-à-dire que des gens qui deviennent salariés, ben, après il y a une rupture. On est en France quand même, donc il y a quand même une rupture entre le patron et les salariés. Même si moi je voulais qu'il y ait vraiment cette connexion, ben, on sent qu'il y a des fantasmes, il y a des trucs. Donc ça a été assez déstabilisant en fait, donc je l'ai un peu subi. Mais parce que je voulais pas le subir et que je voulais maintenir une osmose dans l'équipe, bah, moi, j'ai dû aller dans mes retranchements, apprendre sur moi-même, comment manager des gens, comment tisser un rapport de confiance, comment communiquer de manière plus efficace aussi, pour soi comme pour l'autre. Et ensuite, je l'ai subi. Quand je dis que je l'ai subi, c'est aussi parce que j'ai eu à l'époque un associé qui, lui, a un peu vrillé par rapport à l'argent, et il a gentiment piqué dans la caisse et fait pas mal de trucs sur le moment. Mais aujourd'hui, je l'en remercie parce que ça m'a permis de grandir aussi. Et là, pour le coup, de passer de la casquette de chef d'entreprise à entrepreneur, à quelqu'un qui se focalise vraiment sur ses chiffres, qui sait ce qu'il fait, etc. Donc, ça a été ça un peu mon switch. Et après, là, je vais contracter, mais après une période assez difficile, j'ai lancé plein d'entreprises, dont beaucoup ont bien fonctionné. Et au bout d'un moment, j'ai frôlé le burn-out. J'avais 10 business en parallèle, pas 10 entreprises, mais 10 business en parallèle. Et je me suis brûlé les ailes. Donc là, au bout d'un moment, j'ai eu envie de rebaisser la tension, de me focaliser sur les choses qui me rendent vraiment heureux. Et c'est là où je me suis lancé dans mon activité de coaching pour contribuer et pour aider des personnes à réussir et aussi à ne pas faire les erreurs que j'ai faites. D'accord, super. Et bah, du coup, on voit clairement, très clairement que tu as un parcours qui est super riche et que tu as commencé super tôt, tout simplement. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans cette interview, c'est d'échanger avec toi qui a vraiment fait des erreurs, qui a eu des Mmh. réussites d'un côté, mais qui a aussi essuyé des plâtres, Ouais. comme on dit. Et ce qui m'amène à cette question, qui est quelle est ta plus belle erreur? Alors, je dis bien belle erreur et pas mauvaise erreur, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure très rapidement, tu as évoqué le fait que Tony Robbins, notamment, dit que des erreurs, en fait, naissent souvent les plus grandes réussites. Alors, quelle est, toi, ta plus belle erreur? Alors, je dirais ma plus belle erreur, ça a été ma première entreprise. J'avais un fantasme, c'est de me dire, moi, je ne crois pas vraiment dans la retraite, pour nous, en tout cas pour ma génération. Je crois dans le fait de contribuer, mais je n'y crois pas pour nous parce que la démographie, l'évolution nous montre qu'il y en a beaucoup qui ne l'auront pas. Et moi, mon idéal, c'était, je vais avoir une entreprise, comme ça, l'entreprise va subvenir à mes besoins et à la fois va me permettre de constituer une retraite. Sauf que j'avais une idée, mais je n'avais pas un plan. Et j'ai fondé, entre guillemets, ma compréhension de ce que j'allais faire sur quelque chose que je ne maîtrisais pas. Je ne maîtrisais pas la structure d'une entreprise. Je ne maîtrisais pas je dirais même, j'étais illettré financièrement. Je l'étais peut-être moins que beaucoup de personnes, mais c'est l'une des choses la plus déterminantes et on en parle très bien dans Robert Kiyosaki, on parle très bien dans Père riche, Père pauvre. C'est justement cet illettrisme par rapport à, ou ce manque d'éducation tout simplement par rapport aux chiffres, par rapport à l'argent. Et qu'on se lance dans une entreprise, qu'on se lance dans un business, on ne se rend pas compte à quel point maîtriser les leviers, comprendre les leviers, permettent déjà parfois de s'épargner bien des soucis et surtout de faire les actions qui vont avoir un bel impact dans le futur. Donc moi, je dirais, ma plus belle erreur, entre guillemets, ce serait cette entreprise, parce que c'est une entreprise dans laquelle j'ai tout appris. Pendant 10 ans, j'ai fait des erreurs de management, j'ai fait des erreurs de gestion financière, j'ai fait des erreurs de focus, j'ai fait des erreurs aussi de diversification, trop de diversification, trop de produits, trop d'offres, etc. De Donc en couteau fait, suisse, un petit peu? exactement.
Et ça, j'en parle souvent, moi, le Mmh mh. couteau suisse. Et, et en vrai, pourquoi ça a été génial, c'est que j'ai pu, pendant cette période qui est assez longue en vrai, de tout apprendre pour pouvoir avoir les conditions pour réussir par la suite. Par la suite. Et je dirais une autre erreur que j'ai faite à l'époque, c'est l'erreur de penser que je pouvais y arriver tout seul. Et c'est la grande erreur que font beaucoup de personnes. Pour le coup, moi, je suis assez concerné parce que j'ai une posture de coach. C'est les personnes qui se disent, et toi aussi, je pense que tu es concerné dans ton activité, les gens qui disent: «Oui, mais je vais y arriver tout seul, je vais essayer, je vais y arriver, je vais essayer». Et on perd juste beaucoup de temps, en fait. Et on ne se rend pas compte à quel point ce temps est précieux. Heu, j'ai jamais je suis pas envieux, mais quand je vois des jeunes qui se lancent, qui ont 18-19 ans, qui vont déjà dans des conférences où ils sont exposés au bon mindset, aux bonnes personnes, je me dis: «Waouh, c'est vraiment génial». Ils Moi, prennent un raccourci. ils prennent le raccourci, ils investissent en eux, ils vont, vers les bonnes personnes, ils ont les bonnes informations et je trouve ça génial. J'ai pris trop de temps avant d'investir en moi, disons, avant d'investir et de faire appel à des accompagnants, déjà même commencer à me payer des cours en ligne, mais aussi tout simplement parce qu'à mon époque, c'était pas une habitude en vrai. C'est que quand j'ai démarré, enfin, en tout cas, ma première entreprise en 2001. En 2001, internet était assez balbutiement, il y avait très peu d'informations, tu trouvais personne qui expliquait comment faire ceci ou cela. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu cliques, sur deux trois vidéos, tu as déjà énormément d'informations et surtout, tu as des personnes qui ont beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience, qui peuvent partager leur expérience. Et tu as accès même au pire, après qu'on soit pour ou contre Amazon, ça je m'en fiche, c'est pas le débat, mais tu peux accéder à une bibliothèque qui est aussi l'expérience de centaines de milliers de personnes et parfois des expériences de 50 ans condensées dans un livre. Et pareil, à mon époque, les bibliothèques dans lesquelles j'allais n'avaient pas les livres que j'avais besoin de voir. Je ne savais même pas que j'en avais besoin, mais que j'avais besoin de voir les livres auxquels je devais être exposé et de manière plus générale, le mindset auquel je devais être exposé. Donc, j'avais personne autour de moi qui entreprenait. J'étais le seul entrepreneur que je connaissais, donc j'avais pas de base de référence et j'avais pas vraiment d'endroit où regarder ou de personnes, à qui solliciter. Donc ça, c'est quand même une grande chose qui a changé, dans ces, on va dire, allez 10-15 dernières années, qui fait que la barrière à l'entrée, même barrière psychologique, elle est beaucoup plus faible. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que, avec ce contexte de richesse, de vraiment de disposer des moyens, quasi infinis, hein, des ressources quasi infinies qu'on a aujourd'hui à portée de main tous, qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, entre les gens qui échouent, tout simplement, et les gens qui réussissent aujourd'hui? C'est quoi la différence pour toi? Très très sincèrement, ce serait un peu présomptueux de ma part de prétendre, vraiment, savoir parce qu'il y a autant de cas qu'il y a de personnes. Mais par contre, je vois des schémas qui sont récurrents. Le schéma qui est récurrent, c'est vraiment ce que la personne a à l'intérieur. Et à l'intérieur, alors là, on peut partir sur tellement de sujets. Moi, je le vois comme un oignon. Il y a le cœur du truc, c'est qui on est vraiment avec tout notre potentiel. Et potentiel, ça porte bien son mot, c'est du potentiel et ça reste du potentiel tant qu'on n'a pas puisé dedans. Quand on commence à puiser dedans, pardon, ça devient des capacités. Donc, comment est-ce qu'on transforme ce potentiel en capacité? Il faut déjà y avoir accès. Et la plupart des gens n'ont pas accès à ce potentiel, ne réalisent même pas qu'ils l'ont. Moi, si tu m'avais dit il y a quelques années, bah, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas monter sur scène, tu vas inspirer des gens, tu vas changer des vies, etc. J'y aurais pas vraiment cru parce que je n'étais pas conscient de ce potentiel. Et quand je parle des couches d'un oignon, c'est que pour moi, il y a beaucoup de choses qui empêchent déjà de voir ce potentiel et ensuite d'y accéder. C'est, on va prendre pour moi les couches les plus superficielles, c'est les habitudes qu'on a. Donc on a plein d'habitudes qui vont contre nous, contre ce qu'on doit faire. Par exemple, des gens qui ont l'habitude de procrastiner parce qu'ils vont se dire: «Ah, j'aime bien les séries, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien faire des choses qui, au final, ne vont pas les aider ni Je suis pas que dans le faire, hein, il faut faire plein de choses pour réussir, mais je suis aussi dans l'être et ils sont pas en train d'être qui ils doivent être. Ils sont juste en train d'être qui ils ont eu l'habitude d'être. C'est-à-dire quelqu'un qui, je sais pas, joue aux jeux vidéo, quelqu'un qui perd son temps sur des choses qui ne l'intéressent pas vraiment, mais qui font passer le temps. Donc pour moi, il y a ça, il y a les comportements, après il y a l'environnement. Et l'environnement, c'est très, très large. Ça peut être autant l'environnement physique que l'environnement social, que l'environnement géographique.
là, on touche à l'épigénétique. C'est beaucoup plus facile statistiquement, hein, pour une personne qui a des parents entrepreneurs et qui réussissent ou qui génèrent un certain chiffre d'affaires, certains revenus au moins, de tendre vers ça, tout simplement parce que ça devient leur standard. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se satisfaire de moins. Pour eux, moins, inconsciemment, C'est c'est pas possible. assez. Hmm. Et plus, c'est possible. Et un truc tout bête, mais quand tu évolues dans un environnement où on te montre que tout est limité. Moi, je suis d'une famille de 4 enfants, voilà, on n'a jamais manqué de rien, mais par contre, on sentait que c'était limité. Bah, tu sens que les ressources sont limitées, que quand, il y a un paquet de gâteaux et que tu es 4, bah, c'est chacun a un certain nombre de gâteaux. Tu peux pas aller, dans le placard, prendre le nombre de gâteaux que tu veux parce que, bah, ça va pénaliser pour le goûter de demain. Tu vois ce que je veux dire? C'est du détail, mais que ce soit ça ou les parents qui vont te dire, heu, bah, les lumières allumées, on n'est pas à Versailles. C'est tout plein de petites choses qui vont inconsciemment nous programmer à croire, je dis pas à comprendre, à croire qu'on est dans un monde limité en termes de matériel, en termes de ressources. Et une personne qui évolue dans une famille où c'est, comme on dirait, Byzance, elle évolue dans l'abondance. Donc pour elle, l'abondance, c'est normal. Alors, quand ces 2 personnes se retrouvent face au même challenge dans l'entrepreneuriat, il y en a une qui croit dans l'abondance parce qu'elle l'a aussi vécu et qu'elle en a eu l'épreuve, et une qui n'y croit pas ou qui croit au manque. Il y en a une qui va pas hésiter à mettre des tarifs élevés parce qu'elle croit dans l'abondance, et elle sait qu'il y a des clients à l'infini, elle va peut-être être dans une autre posture, et l'autre qui va avoir peur du manque, donc qui va baisser ses tarifs au maximum pour être sûr d'avoir quelque chose, pour avoir peur, par rapport à sa peur de manquer. Donc, l'environnement et ce à quoi on a été confronté, ce qui nous a programmé dans notre subconscient, ça va définir énormément de choses. Et je finirai par le niveau, pour moi, qui est le plus peut-être même problématique, mais le plus difficile à transformer. Ce sont les blessures. Les blessures qui nous ont marqués, en fait, c'est dans l'enfance, entre 0 et 7 ans. Ça peut être une blessure de rejet. Alors, si on lit les 5 blessures de Lise Bourbeau, même si ce livre, il y a des choses à dire ou à redire ou pas, mais en tout cas, ça a le mérite de poser des mots sur des choses, sur des comportements. Blessure du rejet, de l'abondant, de l'injustice, de l'abandon, pardon, etc., etc. Donc, une personne qui a eu la blessure du rejet, exemple, je ne me sens pas, et c'est très souvent une perception qui est propre à soi. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Moi, j'aime bien dire une chose, c'est que euh, si tu es en vie aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui t'a aimé suffisamment, au moins pour mettre à manger sur ta table ou dans ton frigo. C'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que certaines personnes dans le monde. Donc, il y a quelqu'un qui t'aime quand même. Ça permet de relativiser. Donc, si on parle par exemple de la blessure du rejet, avec une blessure du rejet qui peut être née du fait qu'on ne se sent pas aimé, accepté, compris de ses parents, peut-être un ressenti, et il y a même des recherches là-dessus, ressenti intra-utérin, ça peut commencer très très tôt, sur le fait que la personne ne s'est pas sentie désirée parce que c'est un enfant qui est né soit de manière illégitime ou pas désiré. Même si quand il naît, il est accueilli, ben, ça peut donner cette blessure du rejet. Et quand on a cette blessure du rejet, elle va se réactiver quand on est confronté à des situations qui sont de nature à faire ressentir du rejet. Un Exemple, nom d'un client, par exemple. le nom d'un client ou la peur du nom du client. Donc, de la procrastination presque incomprise de la personne en disant: «Mais j'ai trop envie de réussir, mais je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Quand je dois aller démarcher, j'ai cette boule au ventre, j'y arrive pas, j'ai peur, je ne peux pas le faire». Et c'est là où après c'est important d'aller travailler là-dessus. Mais une fois qu'on a travaillé sur toutes ces couches, c'est là où on a pleinement accès à son vrai potentiel et qu'on peut le transformer en capacité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire avant, ça veut juste dire qu'on n'aura accès qu'à une certaine partie. D'accord, c'est super intéressant ce que tu dis. Alors, moi, dans les personnes que j'accompagne, je m'aperçois effectivement qu'il y a des personnes qui vont mettre en application, un peu de façon vraiment presque quasi militaire, hein, les conseils que je vais pouvoir donner en copywriting. Et puis, il y a d'autres personnes qui savent très bien, elles ont beau avoir payé la formation, elles ont beau avoir payé le coaching, mais elles ne vont pas le suivre. Alors, pourquoi, selon toi, il y a des personnes qui vont y aller et il y a des personnes qui ne vont pas y aller? Déjà, faut savoir qu'il y a différentes manières de fonctionner, différents profils. Et il y a des profils qui vont être plus ou moins sensibles à certaines approches. Et quoi qu'on fasse, nous, on peut toujours, on ne peut que rester fidèle au profil qu'on est. C'est-à-dire que on peut communiquer de manière un petit peu différente, mais on aura un axe qui va être privilégié. Et si je prends par exemple les profils du disque,
Donc, je vais faire par couleur. Tu as d'un côté, en haut, alors le disque, c'est coupé en 4. Tu as d'un côté, alors je ne sais pas dans quel côté ça va apparaître à la caméra, si c'est inversé ou quoi, mais bon, en haut, allez, on va dire en haut à droite, tu as les rouges, en haut à gauche, tu as les bleus. Donc, rouge et bleu, c'est tourné vers l'action, vers les tâches. En bas, tu as les verts, en bas, tu as les jaunes, c'est tourné vers l'humain. À droite, du coup, tu as le rouge et le jaune, c'est tourné plus vers, L'immédiateté, oui, vers la l'action. spontanéité, vers Oui. l'action, etc. Et les autres, ça va être un peu plus, je dirais même presque, ça peut être des profils un peu plus introvertis, Le etc. monde intérieur. Exactement. Donc, quand on regarde ça, juste cette grille de lecture très simple, on comprend qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus facilement tournées vers l'action, vers les tâches, vers les autres, et que ce sera plus facile pour elles déjà de demander de l'aide, de passer à l'action. Ce sont les ressources vers lesquelles elles vont pouvoir aller beaucoup plus facilement. Par contre, si tu leur demandes d'aller rechercher à l'intérieur ce qu'elles ressentent par rapport à leur, je sais pas, par exemple, par rapport à leur avatar client, de toucher sur leur ressenti, ça va être beaucoup plus difficile pour elles d'accéder à cette partie d'elles. Les bleus, qui sont presque des machines, des ordinateurs, c'est souvent des informaticiens, des comptables, etc. C'est très facile pour eux de penser de manière structurée. Les jaunes, qui sont à l'opposé, qui sont plutôt tournés vers Les artistes. l'humain et vers les actions, tout ça, ça va être des artistes, des communicants, des personnes qui sont dans l'expression, qui vont être sur le ressenti et sur la réaction immédiate au monde. Donc, c'est des gens qui vont dire « Ah, mais ça, c'est génial. Ah, mais ça, j'adore. » un truc, qui vont être vraiment dans la réaction. Ce sont des personnes pour qui ça va être très, très difficile de se structurer parce que ça leur demande de ne plus réagir et d'anticiper. Donc, quand on a compris ces profils-là, ce qui va être intéressant, je pense, c'est aussi soit soi-même en tant que d'accepter de ne toucher qu'une partie des gens, ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'il y a des gens qu'on a envie d'aider aussi, on sait qu'on peut les aider et on C'est se clair. dit, bah, voilà. Donc ça, c'est un vrai challenge. Soit réussir à stimuler chez eux ce qui va les nourrir le plus. On a tous, en fonction de nos profils, des besoins psychologiques. Ça peut être le besoin d'action, le besoin de connexion, le besoin de certitude, etc. Et c'est comment est-ce qu'on peut créer un lien émotionnel pour qu'ils puissent passer à l'action. Par exemple, la personne qui est très tournée sur l'humain, elle va peut-être pas, quand on va lui demander de faire des actions répétitives, pour elle, ça perd de son humanité, elle ne va pas trouver le sens. Mais si on arrive à créer un lien émotionnel en lui disant, bah, regarde, en fait, quand tu fais ça, ouais, c'est une action répétitive. Oui, effectivement, c'est pas ce que tu fais de mieux. En revanche, regarde comment ça va impacter les gens et qu'on met vraiment le focus là-dessus. Émotionnellement, ça crée une autre attache qui fait qu'elle est plus en capacité de faire les actions. Maintenant, combien même je pense que c'est bien de trouver des subterfuges, je pense que c'est toujours mieux quand on opère selon son propre mode opératoire, le mode opératoire qu'on a naturellement, parce que c'est celui vers lequel on va aller le plus facilement. Et pour ça, c'est bien de se connaître et de commencer à déléguer en disant, OK, ça, je sais que je ne suis pas structuré pour faire ça, je délègue tout de suite à quelqu'un qui saura mieux le faire que moi. La vraie question, quand on en arrive là, c'est surtout une question d'argent et une question de est-ce que je pense court terme, est-ce que je pense long terme. Et il y a le fameux test du marshmallow qui a été fait auprès d'enfants. Donc, on a donné un marshmallow à des enfants en disant bah, c'est soit vous pouvez le manger tout de suite et vous en avez qu'un, soit vous attendez, mais ils ne savent pas combien de temps ils attendent, et je vous en donne deux. Et ils ont suivi ces enfants pendant des années, des décennies même, et se sont rendus compte que tous les enfants qui avaient repoussé entre guillemets la gratification instantanée pour avoir les 2 marshmallows avaient beaucoup plus réussi dans leur vie, mais réussi sur tous les plans. Plan relationnel, plan amoureux, physiquement, financièrement, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui étaient moins focalisées sur le court terme et plus sur le long terme. Et la grosse différence, elle va se jouer aussi là-dessus, c'est de se dire, OK, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas les ressources, mais la vraie question, c'est comment est-ce que je peux avoir les ressources pour que ce que je fais là, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, peu importe, ça m'ait fait gagner énormément de temps et que je puisse me concentrer uniquement sur ce que j'aime. Et je partageais un truc parce que c'était assez drôle, c'est que quand j'ai eu ma première agence, ben, je faisais le ménage moi-même, enfin, avec un de mes associés. On faisait le ménage nous-mêmes. Donc, on nettoyait le truc et quand j'y repense, je me disais c'était stupide parce que oui, ça nous coûtait, je sais plus à l'époque, 300-400 €, bah, après dans les autres bureaux qu'on a eu pour le ménage.
mais ça ne me viendrait même pas à l'idée en fait, de le faire dans mon entreprise, tellement mon temps ne vaut pas ces 300 ou 400 euros, il vaut largement plus. Donc c'est la différence entre penser court terme et penser long terme. Et les gens qui savent investir, ça dit d'eux une chose, c'est que ce sont des personnes qui sont en capacité d'investir sur leur réussite sur de long terme. Et ça pour moi, c'est vraiment une grande caractéristique des personnes qui réussissent et qui réussissent pendant plus longtemps aussi, parce qu'on peut réussir et puis très vite se laisser embourber, c'est d'avoir cette pensée long terme. Alors, c'est très intéressant. Il y a une question, il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'a interpellé, c'est sur la question, le comment. Souvent, on s'auto-limite, on dit, bah, c'est pas possible, ou on va dire, bah non, là, ce client-là, c'est pas pour moi. Et au lieu de se poser la bonne question de comment je pourrais gagner ce client. Et tu l'as évoqué toi-même, tu dis le comment. Donc, moi, j'ai envie de te poser cette question de dire, qu'est-ce que tu penses de cette espèce de philosophie qui veut que la qualité des réponses sont dans la question, et déjà dans la question, quoi. Mais alors, je ne peux qu'être d'accord avec ça, puisque dans ma posture de coach, une bonne partie des résolutions des problématiques de mes clients viennent des questions que je leur pose. J'ai un client, par exemple, qui s'est rendu compte, par rapport à certaines questions que je lui ai posées, que une des croyances qui l'empêchait d'avancer, c'est la croyance de « je suis seul contre tous ». Et cette croyance, elle est nourrie depuis l'enfance. Et sans s'en rendre compte, Très intéressant. il a attiré des situations qui ont fait qu'il s'est retrouvé seul. C'est-à-dire jamais les bons associés, jamais les bons cadres de coopération, et que ce n'était pas les bons endroits, etc. Donc, inconsciemment, puisque c'est ça qui est assez fou, mais moi j'adore les neurosciences, c'est que le subconscient, c'est 95% de nos décisions. 5%, c'est juste du conscient. Et ton corps, la mécanique qui se met en jeu dans ton corps, si elle pense que quelque chose est vrai, donc une vraie croyance, elle va se mettre en action pour faire en sorte que cette croyance perdure. Exemple, je suis capable de vivre tous les jours et de subvenir à mes besoins, ça te pousse à manger tous les jours. Tu ne te poses pas la question. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça peut aussi te jouer des tours. Si tu as une croyance qui est justement enracinée, qui te fait croire que tu es seul contre tous, elle va te pousser à prendre les mauvaises décisions pour te prouver que c'est vrai, que tu es vraiment seul contre tous. C'est un peu les biais de confirmation, finalement. C'est même pire que ça, parce que le biais de confirmation, il va pas, comment dire, S'auto-alimenter. il va pas mettre tout le corps en action. Une croyance, elle met vraiment tout ton corps en action. C'est-à-dire que clairement, il y a des choses que tu ne vas pas voir, il y a des choses que tu ne vas pas entendre, il y a des choses que tu ne vas pas ressentir, des choses auxquelles tu ne vas pas t'exposer parce que tu as une croyance racine. Et je vais en parler par rapport à ma croyance autour du travail. J'ai une croyance autour du travail qui a beaucoup évolué ces dernières années parce que pendant longtemps, la croyance qui avait été nourrie par mes parents, c'est il faut bosser dur pour y arriver. Donc, on me dit ça, c'est vrai. Ah Ce sont là tes là, parents qui te le disent, c'est on l'a vrai. tous entendu, ça, je pense. Bah, pas tous, mais beaucoup. Non? Il faut bosser dur pour y arriver. Donc, je bosse dur pour y arriver. Jusque-là, tout va bien. Je me sens comme une super machine, comme un super-héros parce que je peux bosser plus dur que les autres, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Jusque-là, tout va bien. Je ne fais pas de burn-out. Encore une fois, jusque-là, tout va bien. Maintenant, ce dont je ne m'étais pas rendu compte, et c'est justement faire tout ce travail intérieur qui m'a montré la réalité qu'il y avait cachée derrière ça, parce que derrière une croyance, derrière une réalité, il y a toujours une ombre, une zone d'ombre. Et la zone d'ombre de cette notion de travail dur, c'était le fait que je ne m'autorisais pas à travailler simplement, à travailler, à autoriser la simplicité à entrer dans ma vie et à m'autoriser à apprécier la simplicité. Ça veut dire qu'inconsciemment, dès qu'il y avait une solution qui pouvait me permettre de réussir à coup sûr, mais qu'elle était trop simple et qu'elle n'impliquait pas que je doive bosser dur, C'était pas du je bon n'y travail. allais pas. Je n'y allais pas. Et parfois même, c'est même pire que ça, c'est que je ne la voyais pas. Donc même en termes de business model, etc., c'est hallucinant. C'est que dès que cette croyance est tombée, je te jure, c'est presque comme si du jour au lendemain, j'ai un voile qui est tombé et là, je voyais plein d'autres choses que je ne voyais pas. Et ça, c'est à quel point, c'est pour dire à quel point les croyances peuvent entre guillemets, nous masquer une partie de la réalité. Et c'est un des fonctionnements du cerveau, en fait. C'est-à-dire que
quand tu rentres dans une salle, inconsciemment, c'est une des motivations, c'est l'instinct de survie. Tu vas regarder inconsciemment, tu sauras où sont les issues de secours, où est la sortie. Il y a certaines choses que tu as identifiées qui sont nécessaires à ta survie. Si je demande, j'arrête tout le monde dans un grand stade et je dis où sont les issues de secours, la plupart des gens seront capables de le dire. Par contre, si je dis qui a vu le drapeau orange, là, les gens ils vont commencer en fait, ils vont pas le voir. Pourquoi? À part les personnes qui peut-être se sont focalisées sur le orange pour une raison X ou Y. Et on a tous fait cette expérience, c'est que dès qu'on veut, par exemple, une voiture, dès qu'on veut quelque chose, on le voit partout. On le voit partout Ouais, sur Internet, on le exactement. voit partout dans la rue. Ouais, c'est clair. La réalité n'a pas changé, c'est notre réalité qui a changé. C'est juste que notre cerveau imagine juste sur une fraction de seconde toutes les informations qu'il y a en termes de couleur, d'odeur, d'informations nécessaires, pas nécessaires. Le cerveau est obligé de faire un tri. Ouais, il Et serait cramé sinon. Ouais. exactement. Donc, il a un tri qu'il fait pour ne prendre en compte que des infos qui lui semblent être pertinentes. Alors, il y a les infos qu'on ne maîtrise pas, qui sont les infos liées à la survie. Pour nous, c'est pertinent. C'est pour ça que alors dans tout ce qui est séduction, etc., il y a toutes ces mécaniques. La survie, c'est aussi comment est-ce que je peux me faire aimer du groupe, parce qu'on a un cerveau de plus de 500 millions d'années et que l'instinct de survie avant, c'était si je suis dans un groupe, je vais survivre. Parce que en dehors du groupe, tout seul, au milieu de nulle part, avec des animaux, des prédateurs, je ne survivrai pas. Donc aujourd'hui, on a encore ces dynamiques qui font qu'on a envie d'être apprécié du groupe, on a envie d'être intégré, d'être aimé, etc. Parce que c'est un mécanisme de survie. Donc ça, ce sont les mécanismes qu'on ne gère pas vraiment, qui sont vraiment dans la partie qu'on appelle cerveau reptilien, Cerveau à pied, ouais. voilà, qui nous pousse à faire certaines actions de manière inconsciente. Il y a d'autres actions qui sont liées à nos croyances et une personne qui croit que c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai des amis autour de moi, ils ont beau voir comment j'évolue, ils ont beau voir enfin, mon activité, tout ça. Pour eux, c'est impossible de bien gagner sa vie sur Internet, c'est que des arnaques, etc. Et ça leur est tellement interdit pour eux-mêmes, parce que c'est leur croyance, de croire que c'est possible de réussir simplement ou en ligne, etc., qu'ils ne vont se focaliser et ils ne vont voir que les arnaques du web. Et ils vont se focaliser là-dessus. Donc oui, après, il y a le biais de confirmation qui vient renforcer la croyance. Et ça peut être assez compliqué de rompre ce schéma. C'est soit on se fait accompagner, soit on s'expose à des croyances qui sont différentes, soit on fait des actions qui sont différentes. Parce que tout ce qu'on va faire va engendrer des réactions en accord avec ce qu'on fait. Ok. Alors justement, en parlant de croyances, j'ai suivi ton actu récemment et notamment le voyage que tu as fait aux États-Unis, le séminaire plutôt de méditation que tu as fait aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de cette aventure, de cette expérience et surtout de ce qui a fait que tu t'es décidé à aller là-bas alors que tu n'y croyais jusqu'ici pas tellement? Ben, en fait, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est un long cheminement. Pour moi, je dirais, je mettrais la conscience sur 3 niveaux. Il y a le niveau très bas, très basique, qui est le niveau on va dire, de pur comment dire, instinct. Donc là, c'est où est-ce qu'on va par instinct. Très souvent, l'instinct, ça nous pousse à faire des actions qui sont très, très, très court-termistes. Qu'est-ce qui peut m'amener à manger aujourd'hui, demain, au pire ce mois-ci? Et c'est ce qu'on voit chez les entrepreneurs qui ont beaucoup de difficultés, c'est que, on voit la pyramide de Maslow, hein, c'est que si les besoins primaires ne sont pas assouvis, ça nous pousse à penser très court-termiste en mode combat-fuite. C'est vraiment, encore une fois, un instinct. Donc, il y a ce niveau de conscience. Ce niveau de conscience, je l'ai été dans une période où une de mes entreprises s'était cassée la figure il y a pas mal d'années. Et donc, tout ce qui m'intéressait, c'est comment je peux m'en sortir. Donc oui, comme beaucoup de personnes, j'essayais de trouver des trucs. Tous les 4 matins, je redéfinissais mon activité. Tous les 4 matins, je sortais un nouveau produit, etc. Donc là, c'est instinct de survie. Le deuxième niveau, c'est l'instinct plus de l'information. Donc c'est là où on est dans cette quête d'information tout le temps. Je veux plein de livres, je veux plein de vidéos, je veux regarder plein de trucs pour avoir le niveau d'information parce que là, on est au niveau ça cogite, c'est le mental, c'est la logique. D'accord, mon activité a du mal pour ça, il faut que je fasse ça, etc. C'est déjà bien d'en être là et pas d'être dans la survie. Mais une fois qu'on a dépassé ça, et là, en général, alors dans les débuts, ce que les gens veulent, c'est des hacks, des, Des astuces? des astuces, voilà, de la technique. Dans le deuxième niveau, on est déjà un peu plus allez, on va dire tactique, stratégique et éventuellement dans la stratégie. On est même dans la stratégie.
Et maintenant, pour moi, il y a un troisième niveau que j'ai beaucoup observé chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont vraiment réussi. Alors, on peut parler des plus connus comme des moins connus, mais c'est qu'ils avaient aussi un développement spirituel. Tu as des exemples de noms qui te viennent comme ça? Bah, notamment parce que j'ai été accompagné par lui, mais Tony Robbins, par exemple, qui est à 52 ou 54 entreprises, Ouais, 56, qui je crois est, même. Ouais. ouais, bah, ça évolue tout le temps, donc, qui est multimillionnaire. Enfin voilà, c'est aussi quelqu'un qui contribue énormément. Et il y a cette notion de développement spirituel. Et après, j'ai lu effectivement, je me suis rapproché de personnes comme Bob Proctor, Napoleon Hill, que beaucoup de personnes ont lu, etc. Et je me suis dit, en fait, ils parlent de choses qui avant étaient secrètes, qui touchent plutôt au spirituel. Et dans ma quête de compréhension de ce que font les gens en fait pour vraiment avoir un impact, pour réussir encore plus, pour transcender des limites, etc. À un moment, j'ai senti que le côté très rationnel, très mental, c'était pas assez suffisant et qu'il fallait, au lieu de chercher à toujours faire, donc faire plus, lire plus, etc. Là, c'était me concentrer un peu plus sur moi, sur l'être. Comment je peux être une meilleure personne, entre guillemets, évoluer moi en tant qu'individu dans ma compréhension des choses. Et là, j'ai compris que c'était plus dans la recherche du monde extérieur, mais c'était plutôt dans la compréhension de son monde extérieur. Et que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'expression de sa réalité, c'est qu'une projection. C'est comme si tu prends un projecteur, tu le branches sur ton corps et ça projette l'environnement que tu vois. Vraiment. On ne se rend pas compte à quel point tout l'environnement qu'on a, c'est le reflet de qui on est et de ce en quoi on croit. Parce qu'il n'y a pas une personne qui voit la même réalité. Il suffit même simplement, un exercice très simple. Je dessine un 6 de mon côté, tu verras un 9. C'est la même réalité, c'est un fait. On voit juste deux réalités totalement différentes. Et tout le monde est constitué comme ça. On a la réalité de qui on est. Donc ça, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, pour que le monde extérieur change, il fallait que mon monde intérieur change aussi ou que je le comprenne un peu mieux, que j'apprenne, etc. Et moi, j'ai été, je pense, pendant pas mal d'années assez réfractaire à ça. D'une part parce que je ne croyais pas que ça pouvait vraiment m'apporter quelque chose, que j'ai longtemps été, on va dire, dans le jugement aussi, c'est dire ouais, mais bon, ça c'est des trucs de hippie. Alors, j'ai rien contre les hippies. J'ai peut-être une part de moi qui est un peu hippie aussi dans une certaine mesure, mais je jugeais en fait, je jugeais ça. Est-ce que c'était une question d'ego qui était là, qui moralisait un peu, qui Non, était... c'était vraiment du jugement. C'était du jugement parce que les personnes que je voyais pratiquer la méditation, entre guillemets, elles me paraissaient perchées. Et ce que je disais perché, c'est des choses que je ne comprenais pas. C'était aussi simple que ça. C'est bon, je n'ai pas compris, donc c'est perché. Et ça ne m'a pas empêché justement d'être ouvert à ces personnes-là et de commencer à comprendre quels étaient leurs cheminements aussi. Donc, même si j'étais dans le jugement, je n'étais pas dans le rejet. Et donc là, je me suis dit, ben, c'est peut-être à mon tour aussi d'aller explorer ça. Et ça a l'air. Alors, quand je les regarde, ce sont des personnes qui ont l'air épanouies, en bonne santé, qui s'énervent presque jamais, entre guillemets, qui sont dans l'écoute, qui ont un calme intérieur, une joie de vivre, etc. Et elles détiennent peut-être un bout de vérité. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas pour moi. Et je sentais aussi que dans mon développement personnel, spirituel, c'était important pour moi. Surtout que je ne suis pas religieux pour un sou. Donc, il y a des gens qui pourraient trouver ce développement spirituel dans la religion. Moi, ce n'était pas du tout mon cas. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux, sans remettre toute la responsabilité à une institution, une église, à un Dieu, etc., développer et comprendre ce que j'ai déjà à l'intérieur de moi pour prendre ma pleine responsabilité. Et donc, ça m'a emmené à la méditation. Et donc, je suis allé dans ce séminaire de Joe Dispenza que j'avais vu il y a des années dans un premier film qui s'appelle What the Bleep Do We Know, qui parlait de la relation entre… c'était sur de la physique quantique, en gros, sur la réalité, la notion de réalité, nos émotions qui définissent notre réalité. Un peu ce dont j'ai parlé là. J'ai toujours été très attiré par ces sujets-là, mais plutôt sur le côté, on va dire, scientifique. Et ce que j'ai apprécié donc, dans ce séminaire, et c'est pourquoi je suis allé voir Joe Dispenza plutôt que d'aller faire une retraite. Alors, on m'a dit, tu aurais pu faire une retraite de méditation pure, vipassana, tout ça. Moi, je veux aussi aller dans des endroits qui me parlent et où je vais me sentir accueilli et où je vais sentir que j'ai pas déjà des barrières. Peut-être qu'un jour, j'irai faire une retraite vipassana et je dirai à tout le monde, waouh, c'est génial, mais je ne sens pas que j'ai pour l'instant cette curiosité ou peut-être cette maturité pour y aller. Et il me fallait quelqu'un qui a aussi une approche scientifique. Donc, le docteur Joe Dispenza,
travaille beaucoup sur la réalité des faits, sur la physique quantique, avec aussi des instruments de mesure pour montrer quel est l'impact de la méditation sur le corps. Qu'est-ce qui se produit quand on a justement cet état où on peut vraiment ressentir des choses très, très, très puissantes? Qu'est-ce qui se produit dans le cerveau? Pourquoi c'est de nature à libérer notre potentiel, etc., etc. Donc, en vrai, j'ai lu ces livres, mais je ne savais pas ce qui allait se passer dans ces événements. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas eu la curiosité de regarder. J'ai juste senti qu'il fallait que j'y aille et je me suis laissé porter par mon intuition. C'est Et donc, intéressant, là je te coupe juste ouais, 2 secondes. ouais, Ce que tu viens de dire, c'est simplement le fait que des fois on peut avoir lu des quantités de livres, mais tant qu'on n'expérimente pas la chose de l'intérieur, tant qu'on ne vit pas la chose de l'intérieur, ça reste du cérébral finalement. ben, c'est là où j'en venais quand je parlais des 3 niveaux de conscience. Pour moi, le dernier niveau, c'est le niveau où on passe donc du savoir, de l'information transformée, parce que la base, c'est l'information, c'est juste de l'information pure. On part de l'ère de l'information pour aller maintenant vers une ère de la connaissance, du savoir. Donc, c'est l'information incarnée par la personne. Mais pour moi, après, ou intégré. Je dirais pas incarné, je dirais intégré. Intégré, donc ça reste mental. Et pour moi, c'est aussi passer de la connaissance à la sagesse. Et j'espère que notre société va aussi évoluer vers ces paliers-là. Parce que pour moi, quand tu as de la connaissance de certaines choses et que tu veux l'incarner, c'est vraiment cette connaissance et qu'elle te transforme, ça te mène forcément vers la sagesse. Je ne vois pas qui, de manière très sage, pourrait dire qu'il faut plus de violence, qu'il faut moins de joie, qu'il faut moins d'amour sur Terre, etc. Donc, pour moi, cette sagesse-là, c'est ça qui est intéressant. Et ce que tu as dit, c'est exactement ça. Je voulais aussi l'expérimenter. Et il y a une vraie différence. Quand un client me dit oui, oui, mais ça, je connais déjà, je dis stop. Alors, si tu le connais, pourquoi tu n'as pas les résultats? Il y a une différence entre savoir, une différence entre connaître, une différence entre connaître et bien appliquer, une différence entre appliquer correctement et suffisamment, avec suffisamment de répétition, pour avoir des résultats. Et pour moi, c'est ça le cheminement. Il y a beaucoup trop de personnes, parce qu'on est dans une ère d'information, qui ont vu toutes les informations et qui sont peut-être des experts, peut-être Théorique. théoriques, experts en théorie. Mais aujourd'hui, la théorie, ça suffit plus. La théorie, ça suffit pas. Il faut incarner ce que l'on transmet, il faut incarner ce que l'on est, il faut aller dans le dur. Et beaucoup de personnes ont peur de se confronter à ça. Parce que oui, il y a la peur de l'échec quand tu passes de la théorie à la pratique, mais il y a aussi l'opportunité de la réussite. Et que ceux qui restent bloqués dans la théorie s'empêchent de réussir aussi. Donc, moi, je dirais à tout le monde, privilégiez aussi les actions. Alors, il y a pas mal de trucs là, tu dis plein de choses intéressantes et du coup, moi, ça me fait rebondir. Tu viens de dire la peur de l'échec. Toi qui as pas mal voyagé, notamment aux États-Unis, est-ce que tu dirais qu'il y a une culture de la peur de l'échec en France, par exemple? Clairement. Et je vais donner un exemple très concret. Il y a un événement aux États-Unis qui s'appelle le FailCon, F-A-I-L-C-O-N. Donc, en gros, on vient parler de ses échecs. Et aux États-Unis, Excellent. c'est un événement où, OK, voilà, j'ai échoué dans ça. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ça m'a apporté ça comme résultat. C'est la pire décision que j'ai prise de toute ma vie. Ça m'a planté ma boîte et tout. Les mecs, ils parlent correctement de leurs échecs. Je l'ai fait en France. Waouh, j'étais choqué tellement les gens ne parlaient pas d'échecs, pas de leurs échecs. En fait, leurs échecs, c'est oui, ben en fait, j'ai fait Sciences Po, mais au moment de passer mon diplôme et d'intégrer une grande entreprise française, ben, j'ai lancé mon propre business. Et mes parents, au début, ils croyaient pas en moi. Ouais, super, c'est pas un échec ça. Surtout que la personne, elle a cartonné dans son business. Donc, il y avait vraiment ce truc. Et puis, la peur aussi, je pense, d'être jugé par ses concurrents. Il y avait notamment une haute responsable de Blablacar et une autre de, je ne sais plus quelle autre entreprise qui fait un peu le même business. Ils étaient là tous les deux et c'était impossible pour eux de parler de leurs échecs, comme s'il y avait une gêne, voilà. Et j'ai trouvé ça très dommage. Donc ouais, je trouve qu'en France, il y a cette culture de l'échec, mais qui est aussi inculquée par le système. Depuis petit, on te montre que si tu échoues, tu as des mauvaises notes, tu vas au fond de la classe, tu es montré du doigt, clairement. Donc, tu n'as pas envie de reproduire ce schéma-là plus tard. Tu as peur d'échouer. Quand tu échoues dans une entreprise, exemple, tu foires complètement ton entreprise et tu as comment on appelle ça, Un liquidation redressement? judiciaire. D'accord. Liquidation judiciaire. Si tu n'as pas fait certaines choses, je vais être quand même, je vais pas mentir, il y a quand même des choses à faire. Si tu n'as pas fait certaines choses, qui en gros, c'est de dire, ben, je, 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 je fais une procédure de liquidation judiciaire,
Et la raison pour laquelle ça peut arriver, c'est tout simplement que tu crois tellement dans ton projet que tu te dis non, je sais que je vais y arriver, on va y aller, tu as peut-être tes salariés qui sont avec toi, etc. Mais si ton entreprise plonge alors que tu avais tous les signaux que ça n'allait pas et que tu as essayé de redresser la barre, en France, on considère que c'est une faute. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Et tu peux avoir une interdiction de gérer une entreprise pendant plus de 5 ans et de créer une entreprise pendant plus de 5 ans. Je trouve ça mais horrible. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Tu as planté une boîte, tu as planté une deuxième, on va dire hé mec, tu as appris tellement de choses que j'ai hâte de te laisser une opportunité pour que tu puisses lancer une nouvelle boîte, quoi. Parce que tu as appris beaucoup de tes erreurs. C'est clair qu'on n'a pas du tout la même façon d'appréhender l'échec. Et du coup, alors par rapport à ce que tu disais juste avant, par rapport à ton séminaire de méditation, toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement dans ta réalité entrepreneur? Ça a changé beaucoup de choses. Déjà, mon niveau de certitude de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que les insécurités, c'est quelque chose qui est justement pas rationnel, que tu peux ressentir à différents niveaux. Quand mon fils est arrivé, j'avais aucune raison de me sentir en insécurité. Pourtant, je me suis senti en insécurité parce que, ben, on va dire, il y a la prise en charge d'un nouvel être, de dire, ben, limite, là, quel que soit ce qui m'arrive dans ma vie, je devrais toujours subvenir à ses besoins. Donc, ça met une forme de pression. Et là, dans ce séminaire-là, le fait de travailler vraiment dans le corps, en introspection et aussi quand on a fait une méditation de plus de 6 heures, quand tu es 6 heures juste avec toi-même, il y a des choses qui remontent que tu commences à ressentir. Et en fait, j'ai ressenti que cette stabilité, elle n'était pas à l'extérieur, elle était en moi. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les signaux d'une stabilité et te sentir en insécurité. Et à l'inverse, tu peux avoir tous les signaux de l'insécurité et te sentir en instabilité, mais ça dépend de ce que tu ressens à l'intérieur. Donc, j'ai vraiment ressenti ça, que autant ça que aussi quand on est confronté, quand on s'expose, tu vois, quand tu t'exposes, ton image, tu es victime du jugement, victime du regard des autres, bienveillant comme malveillant. Il y a des gens qui se rendent pas compte que c'est tout un travail que tu fais et qui vont, sur une pub te dire un truc du genre, «Mais tu as rien à dire», je sais pas quoi, enfin bref, tu vois? Faut encaisser. Je trouve que c'est pas facile à encaisser pour tout le monde. Mais en tout cas, ça permet de travailler, et la méditation, ça me permet aussi de travailler cette stabilité intérieure, de ne pas m'approprier les gens qui n'y croient pas, qui disent mais t'es un arnaqueur, tu dis comment faire 100 000, alors que pour moi, je dirais que c'est, enfin, par rapport au parcours que j'ai eu, c'est pas quelque chose d'insurmontable ou de compliqué, mais des gens pour qui c'est très 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 difficile, je comprends leur douleur, je comprends à quel point dans leur monde, dans leur réalité, ce n'est pas possible. Donc maintenant, je l'aborde aussi avec beaucoup plus d'empathie et de compassion, et je ne réagis pas. Donc ça m'apporte ça. Et ça m'apporte aussi un certain niveau d'énergie. Je vais encore citer Tony Robbins, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. J'ai fait quelques de ses séminaires et il parle du peak state. Donc, c'est l'état dans lequel tu es, l'état d'énergie, l'état émotionnel dans lequel tu es, qui va te permettre d'accomplir des grandes choses. Il suffit tu vois, par exemple, là, on fait cette interview, moi je suis debout. Pourquoi je suis debout? C'est pour être pleinement ancré, présent. Voilà. Donc là, je suis dans une énergie qui me permet de vraiment délivrer au mieux mon message, de mettre l'intention dedans, etc. Et ce que j'aime dans cette approche-là, c'est de dire, on a la capacité de définir une des choses qui va être le plus déterminant pour nous, c'est notre niveau d'énergie physique et aussi émotionnel pour presque toute la journée. Et la méditation, parce que ça permet aussi de réguler les hormones, etc., ça va te permettre de réguler tes émotions. Si tu es stressé, la méditation, c'est juste génial. Et donc, ça permet tout ça. Ça permet le contrôle des émotions, parce qu'on sait très bien que quand on est dans une certaine attitude, comme je le disais au début, ton attitude définit ton altitude. Quand tu es dans une certaine attitude, il y a des attitudes qui vont te permettre de plus réussir et d'autres qui vont te pousser à être plus en situation d'échec. Il suffit juste de voir, même physiologiquement, physiquement, les personnes qui ont confiance en elles, comment elles se tiennent. C'est quoi leur attitude? Qu'est-ce qu'elles dégagent? Quand elles rentrent dans une pièce, comment est-ce qu'on les regarde? Comment est-ce qu'elles bougent, etc. Tout ça, ça définit ce qui va se produire après. Donc, quand on a compris ça, pour moi, on a envie en fait d'avoir une espèce d'hygiène de son énergie, de son niveau d'énergie et aussi d'émotion.
Et au même titre qu'on a une hygiène corporelle, hein, et pour moi, la méditation, ça permet aussi de maintenir cette hygiène dans son énergie et dans son niveau d'émotion. Et ouais. D'accord. Et alors, donc, pour un entrepreneur qui stagne, par exemple, dans son activité, qui n'arrive pas à passer un seuil dans son activité, qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais de faire? Est-ce que tu lui dirais, par exemple, ben, peut-être travaille, alors je connais ta réponse, mais je te la pose quand même, travaille ton mindset. Bah, moi, je dirais deux choses. Je dirais la première, c'est observe-toi. Quand on est la tête dans le guidon, on ne voit pas ce qui se passe. La première des choses, c'est d'accepter la situation. C'est pas de la refuser, c'est pas de la juger, c'est de l'accepter. Le jour où je me suis dit: «Je suis en échec, je suis dans une situation précaire», j'ai tout changé après. Mais tant que je me le disais pas, j'étais dans le déni. Donc la première chose que je dirais à la personne, c'est prendre du recul. Si tu as été dans la tête dans le guidon, le vrai moment où tu vas prendre du recul, tu vas voir des choses que tu ne voyais plus. Tu t'observes pendant une semaine ou deux, tu notes tout ce que tu fais, tu notes tout ce que tu ressens. Et là, tu auras une espèce de carte, une cartographie. Et quand tu as la cartographie, elle est parlante. Tu ne peux pas te mettre une œillère et dire: «Ah bah non, mais en fait, je me suis senti comme une merde toute la semaine, mais c'est pas vrai». Non, non, c'est vrai. Tu t'es senti comme ça, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et quand tu te poses, comme tu disais, en se posant les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Est-ce que tu te demandes si tu es heureux dans ce que tu fais? Est-ce que tout simplement c'est aligné avec qui tu es? Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Si tu te poses les bonnes questions, tu auras forcément les bonnes réponses. Et se poser ces questions-là, c'est fondamental parce que tu peux essayer pendant des années de faire quelque chose dans lequel tu n'es pas heureux, tu n'y arriveras pas. Et alors je pourrais Donc, plus dire. ça sera dans la douleur, en tout cas. Ben, alors il y a pas mal de personnes qui ont théorisé là-dessus que toutes les personnes qui n'atteignaient pas leurs objectifs, c'est tout simplement parce qu'elles n'étaient pas émotionnellement alignées avec ces objectifs-là. Donc, soit tu arrives à te réaligner émotionnellement, c'est le bon objectif, mais tu n'as pas mis le bon focus, auquel cas, tant mieux. Soit il faut changer aussi l'objectif et parfois l'activité. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que j'en avais marre de travailler. Je travaillais avec beaucoup de grosses boîtes. Je travaillais avec le Futuroscope, qui est d'ailleurs des clients exceptionnels, parmi mes meilleurs clients. Je travaillais avec Dior, Armani, TF1, etc. Plein de grosses boîtes. Mais j'aimais pas la manière dont ça se passait. J'aimais pas la manière dont ils me traitaient. J'avais l'impression que je méritais autre chose, que je méritais des personnes plus respectueuses du travail qui était fait, plus respectueux de mon investissement, de l'investissement de mon équipe. Ouais. Est-ce qu'il y avait une espèce de sensation que tu étais traité comme un sous-traitant? Ouais, bien sûr, carrément, carrément, auprès de la plupart de ces clients-là. Et je sentais que je valais mieux que ça. Donc, il y avait une dissonance entre l'image que j'avais de ma valeur et la manière dont ils me traitaient. Et je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Donc, c'est soit je restais dedans et je faisais ça toute ma vie et je finissais comme beaucoup de personnes que je vois, surtout dans les milieux de la com, etc., qui finissent par être aigris, ou là, pour aller plus loin, c'est coke, alcool, etc., pour en fait juste oublier, oublier qu'ils ne sont pas heureux. Et vu que c'est pas mon dada, moi, ces choses-là, bah, je me suis dit: Il faut changer quelque chose». Et j'ai pris le pari très risqué, très, très, très risqué quand tu as une activité qui tourne bien, que tu génères pas mal d'argent, d'arrêter quasiment du jour au lendemain, de me dire: «Je ne veux plus travailler pour mes clients déjà, mais travailler avec eux» et changer complètement mon modèle économique. C'est Donc clair que c'est important ce que tu viens de dire, ne plus travailler pour, mais travailler avec. bah, je pense que c'est bien de travailler pour au début quand tu te lances, quand tu as besoin d'apprendre, mais quand tu prends du galon et tu sens que ton expertise est là, que tu peux aider des personnes, à un moment, c'est aussi, je trouve, plus juste d'arriver dans une position qui est plus valorisante pour soi. La position d'expert, parce que même financièrement, tu vas être considéré différemment, on va te regarder différemment. Quand je suis allé justement, des dirigeants des quasiment les plus grosses boîtes de cosmétiques et je suis allé les former à la fois sur du marketing et les aider à poser une vision pour les 10 années à venir, etc. Pour moi, c'était gratifiant qu'ils écoutent ce petit mec avec des tatouages et peut-être Ah bon, t'es tatoué? ouais, des tatouages, un chapeau et une manière d'être et probablement de faire à laquelle ils ne sont pas habitués. Et c'était aussi pour moi une réussite. Mais ça a été possible que parce que je me le suis autorisé et parce que je me suis autorisé à être là où j'estimais devoir être, là où j'avais de la valeur. Et ça demande du courage. Ça demande pas. Tu vois, tu disais, bah, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise à un entrepreneur si c'est difficile, etc. Je lui dirais, ouais, déjà, prends du recul.
Ensuite, je lui dirais, prends le courage, une fois que tu as pris du recul, de prendre les bonnes décisions. Et en général, on les connaît, les bonnes décisions. On a juste soit besoin de les entendre d'autrui, soit besoin de les entendre partout, jusqu'à se dire, bah non, mais il faut vraiment que je le fasse. Et au bout d'un moment, il faut savoir que la vie, elle te laissera plus le choix. C'est que Ouais. c'est un peu mon observation. C'est que si tu n'es pas à ta place, Tu vas te la prendre vie, des murs. ouais, c'est d'abord une petite pichenette, après un mur, après elle te tape contre le mur, et après elle te met au sol et elle te met KO. Donc c'est jusqu'à ce que tu écoutes. Donc moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé, et au bout d'un moment, j'ai écouté. J'ai écouté, et sincèrement, je pense qu'il y a des décisions que j'aurais pu prendre des années avant, mais c'est juste que je ne me suis pas écouté. Donc prendre le temps de s'écouter, c'est une bonne chose. Prendre le courage de prendre les bonnes décisions, et après, bien entendu, c'est aussi se focaliser sur le soi et sur son mindset, en fait. Après, ça va être qu'un challenge mental. Le challenge, il va pas être, on est en France quand même, donc c'est quand même rare, à moins d'être dans des situations très, 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 très compliquées, très particulières. C'est quand même rare de finir sous un pont, même si ça arrive, et combien même pendant un moment, j'ai des gamins qui dormaient dans la rue, mais il y a des accidents de vie. Mais c'est quand même très rare qu'une personne en arrive là. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire en se rendant compte que les peurs qu'on a, finalement, soit elles ne sont pas vraiment justifiées, soit on en fait toute une montagne, et qu'il faut aussi parfois que ça demande du courage aussi d'avoir la vie qu'on mérite. C'est Et pas servi sur un plateau d'argent. alors, ouais, j'allais parler de ça justement. Tu disais tout à l'heure, on est un oignon quelque part. Et le courage que demande aussi d'aller regarder sa peur en face, c'est d'aller ôter toutes les pelures et d'aller chercher. Et ton travail de coach, j'imagine, à toi au quotidien, c'est aussi d'aller gratter là où ça fait mal chez tes clients, et de dire, ouais, mais c'est quoi ta peur profonde, quoi, et de lui demander d'enlever toutes ces couches pour finalement lui dire, bah, tu vois, ta peur, c'est ça. Là, c'est ça, je te la montre devant les yeux, c'est ça. Tu as peur de dormir sous un pont demain? Mais regarde, on est en France, tu as statistiquement très peu de chances. Enfin, je fais un peu ça schématiquement, hein. Ouais, ouais, Mais ouais. je pense que de dédramatiser les choses, on se dit, bah allez, on y va, quoi. Quelque part, on risque ça, c'est ça qu'on risque. Exactement. Moi, par contre, contrairement à un thérapeute qui parfois va aller fouiller dans le passé, et qui va essayer de chercher à comprendre, là, on ne cherche pas à comprendre, on cherche à régler. Donc, OK, il y a un schéma, il y a des schémas, je pose les bonnes questions, il y a un schéma qui ressort. Est-ce que ça te parle si je te dis ça? Oui, non. Et ça se fait toujours en accord avec le client. Parfois, le client n'est pas encore prêt pour, euh, pour faire face à cette problématique. Je ne peux pas l'y forcer. Et pour moi, c'est hyper important, à la fois déontologiquement, mais aussi sur un plan humain, de ne les pousser que jusqu'où ils sont capables d'aller, sans que ça crée de plus gros dommages. Parce qu'une personne, voilà, si moi j'ai identifié que c'est une personne qui a… Là, je vais parler de cas très, 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 quand même très poussés. Une personne qui a vraiment été humiliée, où tu sens que c'est soit quelqu'un qui a été un enfant battu, qui a subi de grosses humiliations, et que toutes ces humiliations-là, ça l'empêche de s'exprimer et d'être qui elle doit être. Je peux aller jusqu'à un certain niveau et lui mettre le doigt sur des choses, mais si elle ne veut pas réagir, et si elle ne veut pas y faire face, c'est pas mon rôle de lui mettre la tête dans l'eau. Parce que ça peut causer aussi beaucoup plus de dommages. Donc il y a des gens Ouais. qui ne sont pas encore prêts à faire bouger certaines choses, et c'est pas grave. On peut composer un peu avec, on peut les contourner. On sait bien que quand on contourne, bah forcément, à un moment, on va revenir peut-être au même point, et cetera. Mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, et moi, je suis très respectueux de ça. C'est à chacun son moment. Je pousse hors de la zone de confort, je pousse voilà, hors de la zone d'habitude, mais je ne mets pas les gens dans une zone de danger. Et ça, pour moi, c'est important de le dire aussi, parce que alors, j'aime pas être dans ce discours dichotomique, genre il y a les bons coachs, il y a les mauvais, il y a ceux qui font ceci ou cela, mais il y a quand même des personnes qui sont venues vers moi, pas mal démolies par des coachs qui ont mis le doigt sur certaines de leurs croyances limitantes, etc. Mais Ouais. eux-mêmes n'ont peut-être pas su les régler, ou n'ont pas su les y accompagner. Et ça a créé plus de frustration, de culpabilité et de blocage, parce que derrière, il y avait aussi un discours très dur. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu ne mérites pas la réussite que tu veux, etc. C'est ça, c'est une grande responsabilité pour vous les coachs. Et puis je pense que quand tu ouvres la boîte comme ça, il faut voir ce qui sort. Et après, il faut accompagner la personne dans ce qu'elle va vivre derrière, je pense.
Alors oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que je ne vais jamais au-delà de là où est mon rôle. Parfois, dans certains cas, oui, c'est mieux d'aller voir un thérapeute. Et entre guillemets, pour certaines problématiques, oui, c'est mieux d'aller voir un thérapeute. Le thérapeute, il aura une approche qui est très différente de celle du coach. Mais moi, en tant que coach, je suis vraiment basé focalisé sur l'atteinte des résultats, sur la mobilisation des ressources internes de la personne, sur la compréhension de son potentiel, des schémas, l'aider à transformer des schémas, aussi avec l'aide de techniques de PNL. Mais voilà, ça doit se faire aussi avec son accord et jamais contre son accord. Pour moi, c'est vraiment important. La règle d'or. Ouais, et quand bien même il y a des choses qui peuvent remonter, chacun a aussi sa responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, ma responsabilité de coach, de prendre les problèmes de mes clients. Bien sûr. Ma responsabilité, c'est de les aider à transcender ces problèmes. Je ne te dis pas que c'est toujours évident parce que forcément, il y a de l'humain. Moi, je ne suis pas de cette école il ne doit pas y avoir d'affect, etc. Au contraire, je trouve que l'affect que j'ai avec mes clients crée une relation de confiance et une relation de qualité qui fait que l'accompagnement se passe bien pour l'un comme pour l'autre. Et ça crée un terreau fertile à l'évolution de la personne. Mais effectivement, voilà, ce sont des choses qui se construisent. Et malgré tout, je n'emporte pas les problèmes de mes clients avec moi. C'est passionnant ce que tu dis, Can. Je pourrais parler des heures sur ces sujets de développement personnel et de coaching. Et on arrive à la fin de cette interview et je voudrais te poser la question, c'est quoi ton actu du moment et comment fait-on pour te retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site? Et c'est quoi? Enfin, Tout dis-nous, à c'est fait. quoi? Alors, les meilleurs endroits pour pouvoir soit échanger avec moi, soit me découvrir, si vous voulez déjà commencer à voir qui je suis, ma philosophie, etc., c'est Facebook ou Instagram. Donc, c'est Gentleman Motivateur ou Can Mind sur Facebook, mais vous tapez Gentleman Motivateur, vous allez me trouver. Après, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Le Frigo, donc c'est marketing haut de gamme pour entrepreneurs et indépendants et freelance, qui est un groupe dans lequel, là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent passer à l'action, où je donne des pépites, je donne des cheminements pour pouvoir développer son esprit entrepreneurial. Je fais des lives où on va faire aussi des questions-réponses, où je vais étudier le site de mon audience pour mettre le point sur des choses à faire évoluer, etc. C'est vraiment bien pour des personnes, je pense, qui sont avancées dans leur marketing, dans leur entreprise et qui ont envie d'être au contact d'une communauté bienveillante où il y a de l'action, où il y a du partage et avec moi aussi comme garant sur l'expertise pour mettre le doigt sur des choses bien senties. Mais sinon, dans mon actu, je suis en ce moment en train de lancer, alors au moment où on fait la vidéo, après quand elle sera en ligne, ce sera différent, mais je suis en train de lancer un nouveau programme. Il faut savoir que j'avais des programmes d'accompagnement en ligne pendant un moment et que j'ai clôturé ces programmes à la fin, une fois qu'ils sont arrivés à la fin, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai évolué en tant que personne et mes accompagnements se devaient d'évoluer. Je me suis formé sur plein de choses. J'ai moi-même mis des choses en pratique qui m'ont fait évoluer en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que coach. Donc pour moi, ce programme devait être le reflet de tout ça, de ce cheminement. Il y a beaucoup plus de choses liées en lien avec le mindset aussi. Et surtout, j'ai changé d'audience pour me focaliser beaucoup plus sur deux types d'entrepreneurs. Un certain type de débutants, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là, et des personnes qui sont non seulement en recherche de scalabilité, c'est-à-dire qui ont une activité qui tourne mais qui est chronophage, qui leur prend beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources et où elles se sentent plus forcément alignées. Et je les aide soit à retrouver du sens dans cette activité et à impacter plus de monde avec des effets de levier, soit tout simplement à sortir du modèle où elles vendent leur temps pour être dans un modèle un peu plus vertueux pour elles, où elles auront à la fois plus d'impact et à la fois une activité beaucoup plus relaxe, beaucoup plus sereine, soit pour tout simplement comme je disais, avoir plus d'impact, ou ça peut être pour profiter plus du temps en famille, du temps pour soi, et profiter de l'être, et pas juste de faire, comme je disais au début de cette interview. Donc, le programme sort d'ici peu, et Ok, ceux qui me super. suivent sur les réseaux, ils verront. Voilà. Ok, super, Can. Merci à toi. Et puis, je vais mettre tous les liens que tu as dit, je vais les faire figurer sous la vidéo, sous l'interview. Donc, pour ceux qui nous regardent, il y aura tous les liens disponibles, soit en commentaire, soit dans le descriptif de cette vidéo.
Voilà, Eh bah ben, écoute, écoute, c'était ouais, vraiment un grand plaisir pour moi de répondre à ces questions. C'est vrai que ça change du type d'interview que je fais d'habitude. Là, on ne s'est pas trop focalisé sur les aspects juste purement marketing, mais aussi, et je vais revenir encore là-dessus, sur tout ce qui touche à l'être. Et c'est vraiment important parce que derrière chaque entreprise, il y a l'entrepreneur. La première limite de l'entreprise, c'est l'entrepreneur, mais aussi le premier levier de croissance de l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Donc, il faut prendre du temps pour soi, investir en soi. Et moi, c'est un peu ma devise. Je dis toujours, sois toi et crois en toi. bah, c'est une très belle devise pour clôturer cette interview et j'ai pris grand plaisir aussi à partager avec toi ce moment qui sort un peu de l'ordinaire, certes. À très bientôt, Can, sur les réseaux puis ailleurs. Bye À très bye. vite. Merci. Ciao.